30 pile parce que moi à 45 j'ai l'autre atelier, il faut que je les redirige vers l'atelier. Ça marche. Toi t'as quoi après? J'ai des questions. Moi, je passe mon temps à les regarder sur le planning parce que je n'arrive pas à le mémoriser. Ok. Je marche. J'ai pas de tête, Ok. je marche. Je pense que j'ai un truc après, mais je pense que c'est un peu. Donc avant, on lui laisse une question. Ouais, ça me va. Bonjour à tous. Bonjour. Alors on va se présenter, on va vous faire un petit topo sur l'endométriose et surtout on va vous laisser nous poser des questions à la fin, donc n'hésitez pas, ne faites pas les timides, préparez vos questions. Moi je m'appelle Sabrina Fajot, je suis kinésithérapeute et ostéopathe, spécialisée en rééducation abdominopérinéale et en dermatophysiofonctionnelle, donc en peau et cicatrices, et formatrice à l'ITMP, justement pour l'endométriose entre autres. Et je prends en charge des patientes atteintes d'endométriose depuis 8 ou 10 ans maintenant, bien avant qu'on nous dise que c'était OK de les prendre et qu'on pouvait faire quelque chose avec elles. Je suis Pierre Chospet, donc je suis aussi kiné et ostéo et je fais partie d'ITMP dans lequel je suis responsable de la rédaction du cursus de thérapie manuelle et de la veille scientifique. Et je pense que je reçois aussi des patientes avec de l'endométriose parce que je pense que c'est comme Monsieur Jourdan, on fait tous des consultations avec des patientes qui ont de l'endométriose sans le savoir, comme Monsieur Jourdan faisait de la prose. Donc là, moi, j'ai pas du tout un côté expert, au contraire, je suis un côté plutôt novice et je pense que ça peut être intéressant d'avoir cet échange là-dessus puisque on se retrouve très souvent à prendre en charge ces patientes-là. Moi, de mon côté, je vais les prendre en charge, surtout avec une porte d'entrée qui est la douleur persistante via l'hôpital de Saint-Joseph ou de Sainte-Anne. Et c'est vrai que sur ce profil de patients-là ayant des douleurs persistantes, il y en a une bonne partie dans laquelle cette douleur persistante est largement associée à l'endométriose. Du coup, la question que je voulais te poser, c'était au niveau fréquence de diagnostic, on est à combien actuellement chez les patientes? Alors, les chiffres qu'on connaît, c'est une patiente sur 10 à une patiente sur 5, donc 10 à 20% de la population, avec un retard de diagnostic de 7 ans en moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y a probablement du sous-diagnostic, donc ça serait beaucoup plus que ce nombre-là de patientes. Et 7 ans, c'est particulièrement long. Il y en a évidemment, c'est beaucoup plus. Le diagnostic, il se fait de manière assez fortuite sur un examen classique ou sur une autre chirurgie que celle de l'endométriose, par exemple. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que, grosso modo, les chiffres, c'est 2 millions de patientes. Mais comme on peut considérer qu'elles sont sous-estimées, on ne sait pas s'il y en a 3, s'il y en a 4, voilà. Et on est 110 000 kinés, mais on est bien moins de 5 000 kinés à faire de la pelvipérinéologie. Donc, à un moment donné, les calculs ne sont pas bons. Donc, si on s'obstine à se dire il faut que je fasse de la pelvipérinéologie pour prendre en charge des femmes qui ont de l'endométriose parce que c'est une pathologie féminine et gynécologique, on ne va pas y arriver. Donc, cette présentation, c'est aussi pour comprendre que tous et toutes, on a les clés pour accompagner les patientes. On n'a peut-être pas toutes les clés, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas toutes les clés qu'il ne faut pas avancer vers une possibilité de traitement pour ces patientes. Oui, parce que j'imagine qu'en plus, ces stats-là, elles sont faites plutôt dans des pays riches et dans des pays dans lesquels la recherche est assez avancée. Donc je pense notamment à l'Australie, à l'Angleterre ou aux États-Unis. Et finalement, déjà dans ces pays-là, on a une fourchette de patientes qui est énorme. On a une marge de progression qui est énorme. Donc oui, donc en fait, on peut se dire que assez normalement, environ 20% des femmes ont une probabilité d'endométriose. C'est juste monstrueux. C'est ça. Et par contre, avec une petite subtilité, si je te dis endométriose, tu penses à quoi ? Moi, je vais plutôt penser douleur, parce que c'est globalement ce que je vois du lundi au vendredi, de 8h à 8h. Donc, le tableau clinique, pour moi, est forcément ciblé sur de la douleur. Alors, quand je forme les confrères et que je leur pose la question, 80 à 90% des confrères, quand je leur dis « si vous me résumiez en un mot l'endométriose, à quoi vous pensez ?» Douleur. Et mon premier message, c'est de vous rappeler qu'on a un biais de recrutement. On voit, nous, que les patientes douloureuses. Mais il y a quand même un message d'espoir à avoir, c'est que en fait, toutes les patientes qui ont de l'endométriose n'ont pas de douleur.
C'est une des pathologies qui amène le plus à la procréation médicalement assistée. Et des fois, elles découvrent leur endométriose pendant le parcours de PMA, parce qu'elles étaient en un parcours d'infertilité. Elles ne savaient pas pourquoi elles étaient infertiles et elles découvrent l'endométriose. D'autres découvrent aussi l'endométriose pour une autre chirurgie, comme j'ai dit, pour une cœlioscopie qui n'a rien à voir, et on s'aperçoit qu'il y a des lésions qui ressemblent à l'endométriose. Alors, avec une subtilité quand même, c'est que celles qui disent qu'ils n'ont jamais de douleur, elles ont quand même des douleurs de règles, mais comme on leur a dit que c'était normal, elles estiment qu'elles n'ont pas de douleur. Donc, on part sur une base, je l'ai répété, je crois 15 fois sur ce salon, mais je répéterai jusqu'à que 100% de la population le retienne et que vous soyez en capacité de le répéter. Avoir des douleurs de règles, ce n'est pas normal. Jamais. Même quand c'est expliqué, il y a peut-être des raisons, mais on cherche toujours. On ne dit pas à une femme, on ne dit pas à une gamine, à une jeune fille, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Donc si la douleur est un tableau clinique qui est déjà biaisé ou qui est sur un pourcentage, quel autre signe tu vas avoir qui va t'amener à penser à un tableau d'endométriose? Parce que moi, c'est vrai, quand je les reçois, c'est douleur, et en général douleur bassin, douleur lombaire associée, voire douleur d'épaule. Et après, pour ramener vers l'endométriose à partir de ces tableaux cliniques-là, c'est hyper compliqué. Tout à fait. Donc moi, j'aime bien faciliter l'abord de l'endométriose avec les 8D de l'endométriose, 8 familles de symptômes qui se retrouvent. Mais la première des choses à comprendre, c'est que chaque femme a son endo. Pour plusieurs raisons, parce qu'il y a plusieurs expressions, parce qu'il y a plusieurs possibilités d'étiologie, mais chaque femme a son endo. Mais dans chaque femme a son endo, il y a 8 familles de symptômes. Donc il y a les dysménorrhées, les douleurs de règles. Donc, je vous ai dit que ce n'était pas normal, mais par contre, il y a une notion d'intensité. Avoir des douleurs à 6 ou 7 sur 10 qui ne sont pas calmées par des antalgiques simples type paracétamol, qui entraînent de l'absentéisme à l'école, de l'absentéisme au travail, des patientes qui se mettent en télétravail pour pouvoir gérer leur période de règles, qui sont anxieuses à l'approche des périodes de règles parce qu'elles ne savent pas comment elles vont gérer la période, ça, c'est vraiment un signe de l'endométriose. Peut-être que ça ne sera pas ça qu'il y a derrière, peut-être que ça sera un fibrome, peut-être que ça sera un kyste au niveau de l'ovaire, mais en tout cas, il faut quand même faire tilt et se dire que potentiellement, ça peut être ça. Après, il y a les douleurs pelviennes. Sur les chiffres, on a tendance à dire qu'un tiers de celles qui ont des douleurs pelviennes ont de l'endométriose, et que celles qui ont de l'endométriose, la moitié ont des douleurs pelviennes. Donc c'est quand même ça a un lien de cause à effet assez clair. On a les dyspareunies, avec une spécificité. Donc dyspareunie, ça veut dire douleur à la pénétration. Il y a les dyspareunies d'intromission, donc les dyspareunies vraiment à l'entrée du vagin, et les dyspareunies profondes. Et la douleur d'endométriose, c'est vraiment de la dyspareunie profonde. Dans nos bilans, il y a une question qui peut surprendre, mais qui est indispensable, c'est de dire, est-ce que vous avez mal pendant les rapports? Oui, non. J'ai pas mal parce qu'en fait, on fait plus de pénétration, ou j'ai pas mal parce qu'on fait plus de certaines positions. Est-ce que la douleur, elle est majorée à la pénétration profonde en levrette ou en amazone? Oui. Okay. Parce que les lésions du ligament utérosacré, en fait, dans l'endométriose du ligament utérosacré, fait que ça perd en mobilité et que pendant les rapports où il faudrait normalement une bonne mobilité de tout le pelvis, elles ont des douleurs. Donc ça, c'est un signe clinique vraiment intéressant à aller chercher. Par contre, je vous amène à travailler l'abord de la douleur sexuelle avec vos patients de manière professionnelle. Parce que si vous posez une question à la patiente comme ça de premier abord, est-ce que vous avez mal pendant la levrette? Elle peut vous retourner une claque ou se plaindre au Conseil de l'ordre si ce n'est pas bien amené. Oui, je dois avouer qu'au cabinet, je n'ai pas vraiment l'habitude de prononcer le mot levrette. Voilà. Puis même aujourd'hui, là, je ne m'étais pas levé le matin en me disant, tiens, je vais prendre un micro, je vais aller à Rééduca, puis je vais dire levrette. Mais c'est vrai que c'est pour ça que le diagnostic est compliqué d'abord et pas forcément sur de la première intention. Et c'est pour ça que finalement, repérer des signes déjà fins pour engager cette conversation-là est intéressante, surtout, je pense, pour nous qui ne sommes pas des spécialistes finalement de la kiné périnéale. Tout à fait. Et donc du coup, on a ces dysménorrhées, douleurs pelviennes et dyspareunies qui sont quand même assez classiques. Après, on a dysurie et dyschésie de
préférentiellement cataménial. Alors dysurie, ça veut dire tous les problèmes autour de la sphère urinaire, et dyschésie, ça veut dire tous les problèmes autour de la sphère fécale, pour faire simple. Et cataménial, ça veut dire pendant les règles. Mais une hyperactivité vésicale spécifique pendant les règles, ça peut être un signe. Des douleurs à la miction ou l'impossibilité de faire une miction spécifique pendant les règles, des proctalgies fugaces, des douleurs un petit peu colites, dès qu'elle se plaint, elle va vous dire que c'est la sphère digestive en gros, ou que c'est le bas du ventre. Dès qu'elle se plaint d'un truc un peu spécifique, majoré en plus pendant la période des règles, on peut quand même se dire que ça nous met la puce à l'oreille. Après, on a les difficultés à procréer, mais nous, on ne les prend pas en charge. Et après, effectivement, on a le déconditionnement physique, la fatigue chronique et la douleur chronique. Et c'est là où on a beaucoup... C'est là où en fait on a un croisement de deux éléments, c'est-à-dire qu'on a effectivement ces éléments physiologiques directement liés à l'endométriose. Et puis ensuite, finalement, c'est là où on va retrouver tous les éléments de nociplastie. Je ne sais pas si vous êtes confortable avec la notion de nociplastie. Je pense que certains devraient l'être. Mais ouais, et effectivement, cette nociplastie qui est l'apprentissage via la répétition du symptôme douloureux, de la facilité à aller générer des symptômes, ça va vous donner, en fait, au niveau de symptômes secondaires, de la fatigue, une augmentation très importante de la probabilité d'avoir des douleurs. Et puis ensuite, ça peut aussi donner des troubles végétatifs et notamment aussi des troubles urinaires. Donc on rejoint en fait ce tableau d'endométriose via une autre manière que finalement de la gynécologie mécanique en fait, simplement. Tout à fait. Et puis un lien direct sur ces lombalgies chroniques, par exemple, où vous commencez à être sûr de vous. C'est-à-dire que vous avez fait vos bilans, vous avez fait vos bilans neuro, vous avez fait une mise même... vous avez traité vos patientes pendant 5, 6, 8, 10 séances et il n'y a pas d'amélioration. Il y a une douleur en barre qui est majorée pendant les règles, etc. Il faut quand même aller penser à au moins une pathologie de la sphère pelvienne. Il n'y a pas de débat entre le lien dos et pelvis. Celui-là, il est acté depuis longtemps. Évidemment que tous les organes de la sphère pelvienne et même de la sphère digestive s'insèrent sur des renforts faciaux qui ont un lien direct avec les lombaires. Mais si en plus vous avez des douloureuses chroniques, surtout de la sphère pelvienne et de la sphère lombaire, et que ça avance pas comme vous voudriez, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à chercher plus loin, parce qu'il peut y avoir deux types de patientes. Il y a celles qui savent qu'ils ont de l'endométriose, mais qui ne voyaient pas du tout le lien avec leurs autres douleurs et qui ne vous l'ont pas dit au bilan. Et il y a celles qui ne savent pas qu'elles ont de l'endométriose. Maintenant, on parle d'endométriose avérée ou d'endométriose suspectée. Ça veut dire que même si on n'a pas de diagnostic posé, on travaille et on traite nos patientes comme si elles avaient de l'endométriose. Et donc, en fait, c'est là où c'est hyper important de comprendre que beaucoup de patientes sont sous-diagnostiquées, ne savent pas où ont été renvoyées dans leurs embûches quand elles sont pleines de douleurs, et de venir appuyer le fait que votre lombalgie chronique, peut-être votre genou, peut-être votre épaule, vous sentez qu'il y a un truc derrière qui n'est pas clair, faites-vous confiance, posez quelques questions autour de la sphère pelvienne et des règles et de la sphère urinaire. Et après, évidemment, si vous n'êtes pas OK avec l'endométriose, redirigez, mais faites un petit courrier au médecin, et puis après, c'est le médecin généraliste qui prendra la suite. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à en faire en kinésithérapie, loin de là. Oui, et c'est là en fait que on peut nous intervenir même en étant nos spécialistes, c'est que finalement, d'après ce que j'ai cru comprendre sur les recommandations qui ont été faites, l'activité physique est probablement le point numéro 1. Comme de par hasard, c'est un peu la même chose pour toutes les pathologies chroniques. Donc peut-être se dire que en cas de douleur persistante, la nociplastie étant de plus en plus importante, et cette nociplastie étant fortement modifiée par l'activité physique, effectivement, c'est une bonne porte d'entrée. Et ça, comme on est spé là-dessus, finalement, c'est un peu, on joue à la maison, pour continuer dans les métaphores sportives. Mais hormis ça, c'est-à-dire hormis cette activité physique, moi, j'ai tendance aussi à proposer pour leur permettre après de commencer cette activité physique à les manipuler. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre après ? Alors, en kiné classique, en kiné généraliste, on va avoir effectivement l'activité physique, mais pas que l'activité physique adaptée, c'est-à-dire que ce n'est pas que de la mobilité, du yoga et du pilate. On sait maintenant que sur de la douleur chronique, on peut y aller, on peut mettre de l'intensité, on peut remettre de la charge progressive, on peut soulever du poids, on peut faire des hits, et il y aura une certaine adaptabilité à faire au cycle. Mais de toute façon, on sait maintenant que nous, les femmes, on n'est pas des petits hommes.
On est des femmes avec notre cycle hormonal et les coachs sportifs commencent à être très au clair sur l'optimisation des performances en fonction du cycle menstruel. Donc je ne vois pas pourquoi nous, on ne soignerait pas nos patientes en fonction du cycle menstruel et on n'optimiserait pas leur activité physique en fonction du cycle menstruel. Mais une patiente qui a envie d'aller faire du crossfit, d'aller courir, d'aller faire des séances de HIIT et qui a de l'endométriose, surtout, il faut l'encourager. Il ne faut surtout pas avoir un discours alarmiste et nocebo de « ah non, non, il ne faut pas trop bouger » parce que déjà qu'elle est dans un état psycho-émotionnel un peu difficile dû à la douleur chronique, plus vous allez lui enlever des choses qui lui font du bien et plus vous allez entretenir cet effet nociplastique et nocebo. Ça peut être une stratégie financière, mais ce n'est pas souhaitable. C'est pas vraiment là où on veut aller. Et après, il y a évidemment tout l'abord de la thérapie manuelle. La physiopathologie de l'endométriose, c'est qu'il y a des lésions qui viennent fibroser les tissus, qui viennent créer de l'adhérence, principalement dans le petit bassin, mais qu'on peut retrouver partout. Donc les plans de glissement qui sont plutôt des fascias, comme on a classiquement l'habitude de les voir, blancs, jolis, non adhérents, qui bougent et tout, sont plutôt un peu rouges et un peu fibrosés. Donc il est lunaire de dire qu'on va enlever toutes les adhérences avec nos petites mains et notre petite mobilité, mais tout ce qu'on va faire en préventif, ça va être hyper intéressant. Et surtout, les chirurgiens qui travaillent avec les patientes qui ont de l'endométriose, ce qu'ils adorent, c'est qu'en fait, on fasse notre travail d'abord pour enlever les couches de l'oignon. Voilà, qu'on travaille sur la nociplastie et qu'on fasse de l'éducation thérapeutique à la douleur, qu'on les remette à mouvement, qu'on les autonomise sur de la mobilité et qu'on enlève tout ce qui coince, pour le dire grossièrement, de manière à ce que la chirurgie soit une réussite, parce que pendant très longtemps, ils ont opéré les patientes et ils ont eu des échecs thérapeutiques, parce qu'en fait, ils enlevaient les lésions d'endométriose qu'ils voyaient. Bon, est-ce qu'ils les ont enlevées toutes ou pas? On ne sait pas. Mais les résultats thérapeutiques n'étaient pas fameux et les patientes se plaignaient toujours de douleur. Donc on reste finalement sur une prise en charge pluripro, avec chacun un peu une compétence, mais une combinaison de compétences. Et alors, peut-être pour s'en sortir, de se dire qu'on ne va pas faire de viscéral parce que ça, c'est interdit, mais de se dire qu'effectivement, d'aller... Tu me tends la perche. Je te cherche. Oui, on a un gros débat sur le viscéral, mais on a un terrain d'entente qui est que finalement, dans toutes ces techniques-là, vous allez appliquer de la contrainte au niveau de la structure et finalement, ça va être comme une mobilisation. Vous allez informer le système de cette contrainte-là qu'il tolérera finalement plus et dans lequel, du coup, vous pourrez désensibiliser la structure au fur et à mesure de l'exposition. Tout à fait. Donc, pour qu'on aille un peu plus dans les détails et que vous compreniez de quoi on parle, on a fait la conférence il y a 2 jours et moi, j'ai dit que je faisais du viscéral. Le problème du viscéral, c'est qu'il y a un avis du Conseil de l'ordre, et on est tous les deux à l'ordre, qui dit que c'est pas OK parce qu'il n'y a pas assez de preuves scientifiques pour valider le viscéral. Sauf que moi, je suis embêtée avec ça parce qu'une grande majorité de mes patientes sont améliorées par mes techniques de thérapie manuelle abdominale ou pelvienne, mais qui ont un abord sur les viscères, en fait. Donc, ce qui ne fonctionne pas, c'est on pose la main et on fait de l'écoute tissulaire et on attend de voir si on peut rééquilibrer les tensions. Ça ne suffira pas. Par contre, aller redonner du mouvement, voir toutes les mobilités qu'on peut redonner au même titre que on va mobiliser une scapula sur un grille costal parce que c'est un plan de glissement. À l'intérieur de notre ventre, c'est un plan, il y a des plans de glissement entre les organes. Au milieu de notre petit bassin et de notre pelvis, c'est exactement la même chose. Et donc, à l'heure actuelle, ça reste quand même un abord qui fonctionne pour nos patientes. Alors, comme tout, la thérapie manuelle, qu'elle soit viscérale ou qu'elle soit articulaire, elle ne suffira pas. On est bien d'accord que le but, c'est de remettre en mouvement nos patients. Mais ne pas s'arrêter au simple fait que, comme il n'y a pas assez de science pour prouver que ça pourrait marcher, de ne pas le faire pour nos patientes, parce que d'autant plus sur les douleurs pelviennes et sur des troubles de la sphère pelvienne, on a quand même une valeur ajoutée en tant que kinésithérapeute, quand on est spécialisé en pelvipérinéologie, c'est qu'on a le droit de faire de l'interne. Et que vraiment, ça soulage les patientes. Et que de toute façon, les patientes, si nous, on ne s'en saisit pas, elles vont aller voir des gens qui le font parce que ça les soulage. Les ostéopathes peuvent très bien le faire, sauf que c'est illégal. Ils n'ont pas le droit de faire d'intracavitaire quand ils ne sont pas professionnels de santé. Donc évidemment, de plus en plus, des ostéopathes s'en détachent et c'est tout à leur honneur parce qu'à partir du moment où c'est illégal, c'est pas OK. Mais certains ostéopathes continuent à garder cet abord-là
aussi parce que les patientes sont en demande. Donc si vous avez des doutes par rapport à la thérapie manuelle, tissulaire, en endométriose, eh bien, n'ayez plus de doute. Foncez, faites les choses bien. On n'a pas forcément toutes les réponses. Je ne vais pas vous expliquer des choses de manière farfelue en vous expliquant que ça marche par A plus B. Des fois, je ne sais pas trop pourquoi ça marche, c'est la réalité. Mais en tout cas, ça les soulage vraiment et réellement. Dans tout ce qui est ostéopathie viscérale, de toute façon, le problème, c'est le narratif. Donc, c'est vrai que sur le mouvement des organes, etc., ça, c'est Star Trek, en fait. Il faut qu'on dise c'est Star Trek. Ok. Tu avais d'autres choses à rajouter? Eh bien, écoute, je pense que j'ai fait à peu près toutes les solutions thérapeutiques que vous avez à votre disposition. Il en existe d'autres, il en existe que moi, je peux ne pas connaître aussi. Ce qui est très sous-estimé dans la prise en charge de l'endométriose, c'est les trucs simples. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des choses simples. La respiration. Bien respirer, mobiliser son diaphragme, mobiliser son abdomen, mobiliser son périnée à la respiration. Intégrer de la cohérence cardiaque pour activer le parasympathique et calmer l'anxiété et calmer la douleur. Le TENS, souvent le TENS, ça peut être décrié. On en a très mal parlé pour les lombalgies chroniques parce que ce n'était pas le meilleur outil. Pour la douleur chronique et pour les douleurs de règles, ça peut être très très intéressant. Et quand elles rentrent dans un parcours d'accompagnement à la douleur, souvent la première chose qu'on leur prescrit, c'est du TENS. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous l'avez au cabinet. L'activité physique, sur ça, il n'y a pas de débat. La mobilisation passive, la mobilisation active, la thérapie manuelle. Et puis, si vous êtes spécialisé en périnéologie, poussez un peu les choses. Souvent, vous faites que le niveau 1, la femme, le périnée antérieur. Faites de l'anorectal. Un périnée, c'est devant et derrière. Et bilantez la fonction sexuelle, parce que si vous bilantez pas la fonction sexuelle, c'est comme si vous bilantiez pas la course ou la marche pour un genou. Et n'hésitez pas à faire un abord de la douleur pelvienne. C'est peut-être pas la spécialité la plus facile, mais c'est une spécialité où il y a énormément de demandes. Il y aurait à peu près 40% des femmes qui seraient touchées par des douleurs pelviennes dans leur vie. Et les hommes, c'est tellement tabou qu'on n'a pas les chiffres, mais les hommes aussi ont des douleurs pelviennes. Donc n'hésitez pas à prendre ce chemin-là. Ça marche. Peut-être qu'on peut vous passer la parole. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire? Vous faites pas les timides, il n'y a pas de mauvaises questions. Moi, je peux faire de mauvaises réponses. Oui. Alors, j'avais une question sur la douleur des règles. Vous avez dit Est-ce que c'était... tu peux rapprocher ton micro? J'avais une question sur la douleur des règles. Oui. Vous avez dit que c'était anormal. Oui. Mais est-ce qu'il existe vraiment des femmes qui n'ont pas de douleur lors des règles déjà? Et est-ce qu'avoir mal seulement le premier jour, c'est considéré comme anormal? Alors, on va essayer quelque chose. J'espère que ça va être à ma faveur. Les filles de l'assistance. Si vous êtes OK avec ça, est-ce que vous pouvez, si vous n'avez jamais eu mal pendant les règles, vous levez la main? Merci. Merci. Donc, ce n'est pas la majorité, mais ça existe. D'accord? Et encore, il n'y a que celles qui étaient confortables à leur rendre public qui ont levé la main. Donc, la normalité de règles, c'est de ne pas avoir de douleur. C'est arrivé à nombreuses d'entre nous, des fois, de se retrouver avec les règles sans avoir senti qu'elles démarraient et d'avoir le pantalon taché. D'accord? C'est une de nos plus grandes problématiques en général. Elles sont arrivées un jour avant, on n'a pas de protection et on en a plein le pantalon. Bon. Donc, ça peut arriver sans prévenir. C'est pas parce que c'est pas normal que effectivement des gens n'en ont pas. Après, l'intensité, c'est-à-dire que vivre son corps, sentir qu'il y a un shoot hormonal, qu'il y a eu un petit SPM avant et qu'au niveau émotionnel, c'était pas foufou, qu'on a le ventre gonflé, qu'on sent qu'il se passe des choses, qu'on peut percevoir des contractions utérines, etc. Est-ce que c'est du domaine de l'acceptable? Pourquoi pas? Est-ce que ça peut être optimisable? Oui, complètement, ça peut être optimisable. Donc l'idée, c'est quand même de se dire qu'on n'est pas obligé de le garder, d'accord? Maintenant, ce qui est absolument pas normal, c'est l'intensité de la douleur. Donc souvent, moi, quand je fais de l'éducation à mes patientes, je leur dis, écoutez, classiquement, on calcule la douleur de 0 à 10. 0, aucune douleur. 10, la douleur la plus atroce que vous ayez connue. En dessous de 4 à 5,
on peut peut-être appeler ça de la gêne. Au-delà de 5 à 6, c'est plus du tout de la gêne. Et quand on les bilante comme ça, vous dites, ouais, bon, j'ai des petites douleurs entre 0 et 10, je sais pas, moi, 6 ou 7. Non, ce n'est pas des petites douleurs, ça, d'accord ? Elles se sont tellement habituées à supporter leurs douleurs qu'elles estiment qu'à 7, c'est des petites douleurs. Donc ça, c'est la fameuse notion de nociplastie. Et il y a quand même quelque chose qu'il faut comprendre, puisqu'on prend en charge des douloureux chroniques dans tous nos cabinets, que ce soit de la sphère gynéco ou pas, c'est que le principe plus t'es dur au mal, c'est faux. D'accord ? Plus on nous apprend, on a cette croyance collective que plus on va apprendre à supporter la douleur, plus on va être résistant à la douleur. Mais c'est pas tout à fait vrai en fait, c'est juste qu'on apprend à faire de la douleur, c'est ça ? Oui, plus vous êtes exposé à de la douleur de manière récurrente, plus votre système nerveux devient compétent à gérer ce symptôme-là, en fait, à le générer. Et donc, et pas le gérer, j'ai fait un lapsus. Donc, plus vous êtes exposé à de la douleur persistante, plus votre probabilité d'avoir de la douleur est importante. Simplement parce que votre système nerveux a appris de ça. Et comme vous avez finalement appris ou essayé d'apprendre l'espagnol ou l'anglais, au départ, vous compreniez rien. Souvent, à la fin, vous ne compreniez rien non plus. Mais si vous avez fait globalement un effort, vous avez acquis une compétence qu'il est de plus en plus facile à entretenir finalement. La douleur, c'est la même chose. C'est ça. Donc oui, c'est possible de ne pas avoir mal pendant les règles. Merci, bonjour. Juste une petite précision. On qualifie la dysménorrhée de l'endométriose, nous, professionnels de santé, gynécologues, dysménorrhée progressive du 3e jour, c'est-à-dire qu'elle est de plus en plus intense, alors qu'habituellement, des dysménorrhées classiques, c'est plus important le 1er jour, puis après c'est dégressif. Là, on appelle ça la dysménorrhée progressive du 3e jour, c'est-à-dire que le 3e jour elle est plus important que le 1er jour. Une petite précision. Et classiquement, comme il y a un schéma de douleur chronique, en plus, à un moment donné, elles sont même plus en capacité de dire si elles ont plus mal pendant les règles ou pas, en fait. Elles estiment qu'elles ont toujours mal tout le temps. Tu as expliqué par rapport au sport et aux femmes. Tu peux rapprocher le micro. Donc, tu as expliqué que pour le sport et l'endométriose, de regarder par rapport au cycle, mais elles ont beaucoup de la pilule qui leur empêche d'avoir des règles. Et comment on se base par rapport au cycle ? Alors, peut-être que j'ai fait trop rapide et que du coup, s'il y a un cycle, on sait à l'heure actuelle que c'est un outil de la performance, d'accord ? Quand tout va bien, quand les règles vont bien, etc. Donc, pourquoi ne pas utiliser le cycle aussi pour accompagner nos patientes au sens large ? Si effectivement elles sont sous hormonothérapie, donc si elles ont la pilule ou une autre hormone qui va soit leur faire des règles de privation, donc des fausses règles, soit être en continu pour éviter qu'elles aient les règles justement, parce que c'est un des outils pour potentiellement faire en sorte qu'elles aient moins mal ou pas mal, alors on les remet juste à l'activité physique. Voilà. Si elles sentent quand même des symptômes de règles avec leur pilule et leur contraception, elles s'adaptent. Mais en fait, on écoute les femmes et on leur redonne du pouvoir et on leur redonne la capacité de faire les choses qu'elles ont envie de faire. Le message nociceptif qui serait vraiment trop important, ou nocebo, pardon, que nociceptif, c'est de leur dire « Ah, vous avez l'endométriose, non, il faut faire du pilate, quoi, ou du yoga. Il faut y aller doucement, il faut faire de la piscine. » Comme on a fait avec nos lombalgiques. On leur disait qu'il ne fallait pas trop bouger, qu'il fallait faire de la piscine. Bon, voilà, maintenant on sait que ce n'était pas optimal. Donc là, encore une fois, plus la contrainte est importante pendant l'activité sportive, plus le bénéfice est important. Il faut juste pouvoir l'encaisser, en fait. Le seul message à retenir, c'est qu'on ne limite pas les femmes dans leur activité physique, on les pousse à l'activité physique. Et surtout, on ne leur dit pas oh, « Vous faites du crossfit, oh là là, avec l'endométriose, ça ne va pas. » Surtout pas. Vous avez d'autres questions ? Oui. Bonjour. Alors j'avais une question par rapport aux facteurs intrinsèques et extrinsèques de l'endométriose. Est-ce qu'il y a des facteurs que vous retrouvez régulièrement chez vos patientes et aussi voilà, des maladies, des comorbidités que vous retrouvez également plus? Alors, par rapport à l'étiologie, ça je l'aborde dans la formation que je donne, il y a des théories. Et j'aime bien dire les chercheurs cherchent, d'accord ?
En vrai, il y a plusieurs théories par rapport à l'étiologie de l'endométriose. Et là où ils seraient en train de se mettre d'accord sur le fait qu'il y a même plusieurs étiologies. D'accord ? Donc, nous, kinésithérapeutes, je nous fais nous concentrer sur la physiopathologie, sur le raisonnement clinique et sur les solutions plausibles. C'est pour ça que j'ai bien précisé qu'à l'heure actuelle, les experts autour de l'endométriose, ils s'étaient mis d'accord sur la notion d'endométriose avérée et d'endométriose suspectée. Et que ce n'est pas grave si on n'a pas de diagnostic, parce que du coup, on peut quand même amener énormément de choses à nos patientes en termes de qualité de vie et en termes de confort de vie. Maintenant, sur les comorbidités, moi, ce que je vois souvent, c'est des pathologies digestives ou des inconforts digestifs, on va dire. Volontairement, dans les symptomatologies, je n'ai pas mis les douleurs digestives, les douleurs abdominales. Pourtant, elles s'en plaignent souvent, les patientes qui ont de l'endométriose. Mais en fait, ce que je remarque le plus souvent au cabinet, c'est que celles qui ont des fortes douleurs abdominales et qui disent « c'est l'endométriose », en fait, elles ont des côlons irritables. Elles ont des intolérances. Alors, le gluten, le lactose, le FODMAP, c'est une grande poche dans laquelle tout rentre et ça leur va bien. Mais en fait, des fois, elles mangent juste mal. Elles mangent trop transformé et donc l'alimentation anti-inflammatoire, qui est aussi une grande poche, va les aider. Ou elles ont une vraie pathologie associée. Elles peuvent avoir un SIBO, elles peuvent avoir une intolérance vraie au gluten, elles peuvent avoir une pathologie cœliaque. Et comme c'est aussi une pathologie inflammatoire, parce que l'endométriose, c'est une pathologie gynécologique, mais qui en fait de fait est une pathologie systémique et inflammatoire. Donc quand tu mets plusieurs pathologies inflammatoires les unes à côté des autres, ça fait un feu d'artifice. Donc effectivement, moi volontairement, les douleurs abdominales et les douleurs digestives, je ne le mets pas dans la symptomatologie de l'endométriose, même si ça peut l'être, pour être sûr du diagnostic différentiel des pathologies côlon irritable et associées. Et je travaille beaucoup avec des diététiciens et des gastro-entérologues parce que la prise en charge de l'endométriose, elle est pluridisciplinaire. Là, on a mis à l'honneur la pluridisciplinarité dans notre métier de kinésithérapeute, de comprendre que si vous n'êtes pas formé en pelvipérinéologie, vous avez quand même énormément d'outils pour les prendre en charge. Par contre, la vraie prise en charge multidisciplinaire de nos patientes, c'est des urologues, des gynécologues, des gastro-entérologues, des médecins de la douleur. Voilà. Et dans les gynécologues, il y a les gynécologues MED qui vont plutôt gérer la partie hormonale. Il y a les gynécologues CHIR qui vont plutôt voir s'ils opèrent ou pas. Maintenant, il y a même les radiologues interventionnistes qui vont travailler sur les kystes d'endométriose parce que des fois, au lieu de les opérer et de les retirer, ils font de la ils les cryogénisent. Donc vraiment, si vous voulez pousser la prise en charge d'une patiente qui a de l'endométriose, il faut un minimum se former et surtout rentrer dans des réseaux parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Voilà. Et encore, j'ai oublié les psychologues, voilà, les coachs d'activité physique adaptée. Faut pas espérer sur des pathologies aussi chroniques, aussi douloureuses et aussi impactantes pour le confort de vie que tout seul, on va arriver à les soigner et à les guérir. Mais par contre, vraiment... pendant longtemps, on a dit que la kiné, ça servait à rien. Les dernières recos de l'HAS de 2017 nous disaient qu'on servait à rien. Les nouvelles recos commencent à dire qu'on sert à quelque chose. Et c'est mieux dans ce sens-là. C'est mieux dans ce sens-là. Et moi, je me suis battue pour qu'on entende que ça soit faux et qu'on ait notre place dans la prise en charge de ces patientes-là. Et ce que je veux que vous reteniez là, c'est que même si vous n'êtes pas surformé à l'endométriose, la douleur chronique, vous connaissez. Les fibroses tissulaires, vous connaissez. Donc vous avez déjà 2 énormes atouts pour les accompagner. Je crois que là, on est arrivé au bout du temps. Ouais, on a même un petit peu dépassé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci Sabrina. Je suis là pour répondre à vos questions quelques minutes avec ma libraire qui m'a suivi jusqu'ici, si vous voulez mon livre. Et après, dans 10 minutes, je pars à l'atelier pour vous faire un petit topo abdos et périnée, voir s'il y a un lien entre les deux ou pas.